J'ai vécu une expérience vraiment étrange que je ne peux pas expliquer. Ça m'a donné l'impression d'assister à un rite d'initiation de gang ou à un réseau de traite humaine, et cela m'a laissé mal à l'aise. Je ne pense pas qu'il s'agissait d'un avertissement ou quelque chose du genre. Je suis retourné à cet endroit, mais il n'y a aucune trace indiquant que quelqu'un y ait déjà été. Je suis un cueilleur de champignons professionnel et un grand amateur de plein air depuis plus de 30 ans. Je vais souvent dans des endroits très reculés à des moments étranges, car la pluie ne se soucie pas de savoir si c'est le jour ou la nuit. J'avais prévu de partir en cueillette, donc je me suis couché très tôt et je me suis levé vers 22 heures pour préparer mon équipement. Je ne pouvais pas me défaire de cette sensation, comme si j'avais rêvé de m'arrêter dans une aire de repos et d'être attaqué, mais je ne me souvenais pas avoir eu un tel rêve. Je ressentais simplement un malaise, comme si quelqu'un allait surgir de nulle part pendant que je m'arrêtais pour uriner. Je suis souvent sur la route avec beaucoup de café, donc quelque chose d'aussi banal qui me trouble à ce point, c'est vraiment inhabituel. Je suis aussi armé, donc pour que ça me perturbe à ce niveau-là, c'était vraiment troublant et anormal. Je suis aussi plutôt grand et costaud, donc les êtres humains ne m'ont jamais vraiment intimidé. Mes expériences passées m'ont appris que lorsque je sors de situations difficiles, je m'en sors bien. Je n'avais donc absolument aucune raison de m'inquiéter de cette façon, surtout dans mon état d'esprit à ce moment-là. Je conduisais sur la route 22, puis elle devient la 101, juste au sud de Tillamook. Je m'étais déjà arrêté une première fois, mais après environ 10 secondes, un étrange malaise m'a envahi, comme si des gens se trouvaient dehors. Je n'ai entendu ni vu personne, c'était plutôt une présence que je ressentais. Je me suis dit, « Tout va bien, ne t'arrête pas là. Ne t'arrête pas à une aire de repos. » Mais je ne pouvais plus attendre. J'ai trouvé un endroit où les voitures ne s'arrêtent pas, ni en face d'une maison, ni à proximité de sentiers. Il n'y avait absolument aucune raison pour qu'un être humain se trouve là, c'était parfait. Il n'y avait aucun signe d'utilisation par d'autres personnes. Autour de moi, il y avait un marais salé, un habitat ouvert, sans maison, sans chemin de cueilleur de champignons, sans déchets. Personne ne m'avait suivi et personne n'était arrivé en face de moi. J'étais seul dans la forêt et ce depuis un bon moment. Je me suis garé en pensant « Bon, d'accord, il est impossible que quelqu'un surgisse de nulle part. » Je devais être fou ou stressé, je paniquais pour rien. J'ai pris ma tasse de café et fouillé pour prendre un sandwich, et j'ai décidé de jeter un dernier coup d'œil. Après tout, à chaque fois que je regardais, il n'y avait personne. Alors pourquoi avais-je encore cette sensation? Et là, à ma grande surprise, je vois un type habillé comme s'il sortait tout juste d'un club, sous une pluie battante, à minuit, un mardi, au beau milieu d'une zone protégée. Je n'arrivais pas à y croire. C'était vraiment en train d'arriver. Puis, soudainement, mon rêve m'est revenu en mémoire, et tout a commencé à s'assembler dans ma tête, comme si je me souvenais activement de ce qui allait arriver avant que cela ne se produise. Les souvenirs ont déferlé, accélérant le cours des événements que je vivais. Je voyais déjà comment cela allait se terminer si je restais là. Il ne s'est pas approché de ma voiture comme un citoyen bienveillant l'aurait fait. Il a marché au milieu de la route, juste devant ma voiture, là où je devais avancer. Ses vêtements n'étaient pas trempés, ses pantalons n'avaient pas de bout de la cueillette des champignons, ses baskets, pas des bottes, n'étaient même pas sales. Je ne sais même pas comment une telle chose est physiquement possible. Je ne pense même pas que ses vêtements aient commencé à se mouiller avant que je commence à l'observer. Je comprends à quel point tout cela peut paraître étrange, donc j'ai choisi mes mots avec soin. Son bras gauche se balançait tandis qu'il marchait, mais son bras droit restait rigide, comme s'il essayait de garder sa hanche éloignée de moi en s'approchant de ma voiture. Il y avait une lueur de lumière rouge vive, ce qui me faisait penser qu'il avait probablement une arme. Il ne regardait ni ma voiture, ni ma plaque d'immatriculation. Il regardait quelque chose à environ 3 ou 4 mètres derrière moi. Il n'accélérait ni ne ralentissait, il continuait à avancer au même rythme, le bras tendu vers ma voiture, fixant tour à tour quelque chose derrière moi. J'ai mis la voiture en marche avant tandis qu'il continuait à se diriger vers elle, et je l'ai presque renversé. Cela ne l'a pas affecté du tout. Il n'a pas été choqué, il n'a pas sauté de côté. Environ 1 kilomètre plus loin, une autre voiture est apparue en sens inverse, ses phares éclairant la route. Il était toujours là, le bras tendu,
regardant là où je venais de me trouver, comme si je n'avais jamais bougé. Il continuait à s'avancer vers moi. La voiture s'est rapprochée et je me suis éloigné. J'ai regardé en arrière et il avait disparu. Je suis sobre depuis plus de 3 ans et ces dernières semaines ont été particulièrement dures. La vie allait bien quand cet événement s'est produit. Je ne sais vraiment pas quoi en penser. C'était tellement étrange et déroutant, et le fait que cela se soit produit après une sensation si complexe et étrange m'a presque fait croire à quelque chose de surnaturel. Au minimum, je pense que j'allais me faire voler et peut-être tuer. Plus je repense à cette expérience, plus je me demande si cette personne était vraiment humaine, ou même si elle existait vraiment, ou si une sorte de perception extrasensorielle m'a sauvé la vie. Je travaille comme barista dans un café situé à l'intérieur d'un grand magasin. Je suis l'un des rares baristas masculins de l'équipe et je suis ouvertement gay. Je porte des chaussures aux couleurs de la fierté, j'ai un drapeau arc-en-ciel attaché à mon badge et je porte des bracelets avec des phrases comme « Orlando Strong », ainsi qu'un autre du centre LGBT+ local. L'autre jour, pendant mon service à la caisse, un homme s'est approché de moi en souriant. Je pense qu'il avait remarqué le drapeau arc-en-ciel sur mon badge, mais il n'en a pas parlé directement. Il m'a dit qu'il ne savait pas quoi commander et m'a demandé mon avis. Je ne bois pas de café, mais je connais les goûts des clients et je sais quel type de boisson pourrait plaire. Je lui ai donc demandé ce qu'il aimait et je lui ai donné quelques recommandations. Pendant que je parlais, je me suis rendu compte qu'il s'intéressait plus à moi qu'à ce que je disais, ce qui ne me dérangeait pas du tout. C'était un homme plus petit, bien bâti, avec de beaux yeux et une belle barbe, le type parfait, en gros. Finalement, il a opté pour une boisson glacée très sucrée que nous avons sur le menu, et je suis allé la préparer. Pendant que je faisais la boisson, une de mes collègues s'est penchée vers moi et a chuchoté « Je crois que ce client vient de te prendre en photo ». Cela m'a un peu alerté, mais je l'ai remercié et n'y ai pas trop prêté attention. Je lui ai servi son café et il a souri. Puis il a pointé du doigt le drapeau arc-en-ciel et m'a dit « J'adore ce drapeau. Où est-ce que je pourrais en trouver un comme ça ?» J'ai ri et répondu que je l'avais eu lors d'un événement de la fierté il y a quelques années. Il m'a ensuite demandé « Et où puis-je trouver la personne à qui il est attaché ?» Immédiatement, j'ai ressenti une montée d'émotion et j'ai commencé à rougir. Mais, en essayant de rester professionnel, j'ai fait comme si de rien n'était. Il a fini par prendre son café et s'est assis à l'une des tables. J'ai continué ma journée en me demandant si je devais ou non céder à ce type. De temps en temps, je regardais sa table et à chaque fois que je le faisais, il semblait me regarder. Cela commençait à me donner une drôle de sensation, du genre yeux en cœur avec drapeau rouge. Ensuite, j'ai remarqué qu'il n'avait pas pris une seule gorgée de son café. Pendant ma pause, en nettoyant quelques tables, je me suis arrêté à la sienne et lui ai demandé s'il n'avait pas aimé la boisson et si je pouvais lui en préparer une autre gratuitement. Il m'a tendu son café et m'a dit qu'il n'était pas sûr si ce n'était pas trop sucré pour lui. Puis il m'a demandé de le goûter. J'ai poliment refusé en lui disant que je ne buvais pas de café. Il a été surpris et m'a demandé pourquoi je travaillais ici, et ainsi de suite. Cependant, au fil de la conversation, ces questions ont commencé à changer. « Est-ce que tu fais de la musculation ?» m'a-t-il demandé. Je lui ai répondu « Non, pas vraiment. » « Combien crois-tu pouvoir soulever si tu devais le faire ? Le poids minimum requis pour ce travail est de 23 kilos, donc j'imagine au moins ça. » Il a répliqué « J'ai appris qu'il est bon de pouvoir soulever au moins la moitié de son poids. Combien penses-tu peser ?» À ce moment-là, toutes mes alarmes intérieures se sont déclenchées. Il y avait quelque chose dans la combinaison de ces questions qui m'a donné l'impression qu'il cherchait à savoir combien de résistance je pourrais offrir, surtout si j'étais drogué. J'ai déjà été drogué lors d'une fête, et ce genre de signaux d'alarme sont des choses que j'ai appris à repérer. J'ai donc gentiment et rapidement mis fin à la conversation, et je suis retourné nettoyer les tables. Les heures ont passé, et il est resté assis là, sans toucher à sa boisson. D'autres employés et même quelques managers lui ont demandé si tout allait bien. Il répondait toujours qu'il était parfaitement satisfait. De temps en temps, il prenait un appel téléphonique. À un moment, j'aurais juré voir un autre homme, à l'opposé du magasin,
parlant au téléphone tout en regardant dans sa direction. Soudain, j'ai commencé à avoir l'impression que plus de personnes m'observaient que je ne le réalisais. J'ai donc demandé à l'un de mes managers de venir à l'arrière et je lui ai expliqué que ce type me mettait de plus en plus mal à l'aise. Le manager m'a dit qu'on allait garder un œil sur lui. J'étais de fermeture ce soir-là, et plus l'heure de fermeture approchait, plus je remarquais qu'il était toujours là. Lorsque l'annonce a été faite que le magasin fermerait dans une demi-heure, il est revenu au comptoir et m'a demandé si je pouvais marcher jusqu'à ma voiture avec lui après ma fin de service. Je lui ai répondu que nos tâches de fermeture nous prendraient au moins 45 minutes après la fermeture. Il m'a dit qu'il serait heureux d'attendre. J'ai poliment décliné et il m'a demandé quand je travaillais à nouveau. Je lui ai dit que je prenais 2 semaines de congé. Il m'a répondu « Eh bien, je devrais vraiment t'accompagner à ta voiture, surtout si je ne peux pas te voir pendant quelques semaines. » J'ai refusé poliment une nouvelle fois, et il a fini par partir. Une fois mes tâches de fermeture terminées, je suis allé dans la salle des employés. Dès que je suis arrivé, j'ai expliqué la situation à un de mes managers et lui ai demandé si je pouvais sortir par la porte latérale du magasin. Il a accepté et m'a proposé de m'accompagner jusqu'à ma voiture pour s'assurer que tout allait bien, si j'étais d'accord pour attendre un peu. J'ai accepté. Nous sommes sortis par les portes latérales avec quelques managers, je suis monté dans ma voiture, et en m'éloignant, j'ai remarqué une grande camionnette avec des vitres teintées, garée juste devant la porte principale. Je n'ai aucun moyen de savoir si c'était mon client qui se trouvait dans cette camionnette, ni si c'était aussi menaçant que je l'avais imaginé, mais une chose est sûre, je n'avais aucune envie de rester pour le découvrir. J'ai pris un chemin long et sinueux pour rentrer chez moi ce soir-là. Alors, à ce très beau mec à qui j'ai vendu un café, j'espère que nos chemins ne se croiseront plus jamais. Je vais essayer d'être aussi bref que possible et de me concentrer sur les événements pertinents qui m'ont donné ce sentiment, en particulier les derniers, survenus hier soir. Je n'ai pas beaucoup dormi, donc pardonnez-moi si je divague ou si mes propos sont un peu confus. Ma femme et moi avons récemment acheté notre première maison après la naissance de notre fille. Les premiers mois se sont déroulés comme on pourrait s'y attendre. Peinture, décoration, rénovation, savourant notre nouveau petit coin de rêve. Vous voyez le tableau. Puis, il y a quelques mois, des choses inhabituelles ont commencé à se produire. Un jour, en rentrant du travail, je suis passé devant un camion étrange, garé à 2 ou 3 maisons de la nôtre. Je dis « étrange » pour plusieurs raisons. Nous connaissons littéralement tout le monde dans notre petit quartier, et je n'avais jamais vu ce camion ni son conducteur auparavant. Il n'y a aucune raison pour qu'un véhicule de passage circule dans notre rue. Le camion roulait très lentement, comme s'il avançait sans appuyer sur l'accélérateur. Lorsque je me suis garé dans notre allée, le camion a fait demi-tour et s'est dirigé vers notre maison. En sortant de la voiture, le camion est passé à côté de moi à une allure d'escargot, le conducteur me fixant avec une telle intensité que j'en ai eu des frissons, puis il a accéléré. Je n'aime pas juger les gens sur leur apparence, et je n'ai pas tendance à avoir facilement peur. Mais quelque chose dans le regard de ce type m'a donné un très mauvais pressentiment. C'était évidemment étrange. J'ai raconté ce qui s'était passé à ma femme et lui ai dit qu'il faudrait peut-être être un peu plus vigilant en matière de sécurité. Je lui ai décrit le camion et là, elle m'a répondu « Le même camion est passé tout à l'heure. Le gars m'a regardé fixement quand je suis rentré cet après-midi. Je pensais qu'il était juste un peu louche et qu'il me matait. » J'ai essayé de plaisanter en lui disant qu'elle était trop confiante pour penser que tous les gars qui passaient en voiture étaient forcément en train de la regarder. Je ne voulais pas l'inquiéter, mais j'étais moi-même vraiment mal à l'aise. Nous avons vu ce camion encore quelques fois dans les semaines qui ont suivi, toujours roulant lentement ou garé au bout de la rue face à notre maison. Mais un jour, le camion a cessé de passer. Depuis, on ne l'a plus revu. J'ai un peu balayé l'incident d'un revers de main, pensant que je devenais paranoïaque. Mais ensuite, d'autres choses ont commencé à se produire. Depuis environ un mois, ma femme et moi avons entendu des bruits de tapotement sur les fenêtres de l'avant de la maison, la nuit. Cela nous est arrivé chacun 2 ou 3 fois, toujours vers 22 ou 23 heures. C'était un tap-tap-tap doux, mais distinct,
comme si quelqu'un frappait avec un seul doigt sur une partie métallique de la porte moustiquaire, si cela fait sens. La première fois que ma femme et moi avons entendu ce bruit ensemble, c'était le week-end dernier. Nous étions dans le salon en train de jouer avec notre fille. Il devait être aux alentours de 21h30. Nous allions la coucher. Le salon a une grande baie vitrée presque du sol au plafond qui occupe toute la longueur du mur, juste à côté de la porte d'entrée, et donne sur la rue. Nous étions tous assis par terre, le dos tourné à la fenêtre en train de lire un livre à notre fille, lorsque nous avons entendu ce tap-tap-tap. Maintenant, notre maison est vieille, et des craquements et grincements ne sont pas rares. Mais ce bruit-là était si distinctement intentionnel que ma femme et moi nous sommes immédiatement regardés, et nous nous sommes levés en un bond. J'ai demandé à ma femme et à notre fille de se verrouiller dans une pièce à l'arrière de la maison, pendant que j'allumais toutes les lumières et faisais le tour des pièces. Bien sûr, je n'ai rien vu. J'étais prêt à rejeter l'incident, pensant encore une fois que c'était de la paranoïa ou quelque chose ayant une explication innocente. Tout cela jusqu'à la nuit dernière. Il devait être environ 21h45 et nous avons entendu notre fille émettre des bruits dans le babyphone. J'ai attendu quelques minutes pour voir si elle se calmerait toute seule, mais quand il est devenu clair qu'elle ne se rendormirait pas, je me suis levé pour aller la recoucher. La disposition de la pièce est importante pour visualiser ce qui suit. Cette chambre se trouve sur le côté de la maison. Le mur extérieur forme une sorte de L, et l'angle de ce L est constitué de fenêtres. Si vous vous tenez dans l'encadrement de la porte de la pièce, vous vous trouvez directement en face de ces fenêtres. Dans un coin se trouve une chaise berçante et dans l'autre, un angle dirigé vers l'avant de la maison. Une fenêtre donne sur la rue et l'autre sur la maison de nos voisins. Un parterre de jardin avec des petits arbustes entoure la maison juste en dessous. Je m'étais assis sur la chaise berçante pour calmer ma fille, une lampe allumée éclairant doucement la pièce. Une fois qu'elle s'est endormie, je me suis levé pour la poser dans son lit. Et là, quelque chose a attiré mon regard. Il y avait une silhouette, à environ 30 cm de la fenêtre, dans l'espace entre les arbustes et la maison. Elle nous fixait. Je n'ai pas regardé assez longtemps pour en voir plus, mais cela semblait être un homme vêtu d'un sweat à capuche gris clair, debout à quelques pas de l'autre côté de la vitre. J'ai couru hors de la pièce en emmenant ma fille et l'ai ramenée dans notre chambre, où j'ai dit à ma femme, visiblement perplexe, de verrouiller la porte. J'ai éteint toutes les lumières à l'intérieur de la maison, allumé celles de l'extérieur, et j'ai commencé à aller de pièce en pièce, scrutant l'obscurité à travers les fenêtres. Je n'ai rien vu d'anormal. Celui qui était là avait dû partir après avoir remarqué que je l'avais vu, et il s'était éclipsé rapidement. Évidemment, j'ai eu du mal à dormir après ça, et j'ai passé des heures à vérifier les caméras de sécurité et à parcourir la maison de long en large. Maintenant, tous les soirs, je m'arrête à chaque fenêtre, espérant voir quelque chose qui pourrait expliquer ce qui s'est passé, tout en espérant aussi ne rien voir du tout. Ce matin, je suis sorti à l'endroit où cette silhouette se tenait la veille. J'espérais, ou plutôt je me convainquais, qu'il y aurait une plante ou quelque chose que j'aurais confondu avec une personne. Quand je suis arrivé à l'endroit en question, j'ai réalisé que la silhouette se tenait précisément sur une zone dégarnie du sol, d'environ 60 cm de diamètre, juste en face de notre fenêtre. Une partie de moi espère encore que je suis simplement paranoïaque. Le cerveau peut vous jouer des tours dans le noir, vous faisant voir des choses qui n'existent pas, surtout quand vous êtes un parent privé de sommeil. Mais avec tout ce qui s'est passé, je n'arrive pas à me défaire de l'idée que quelqu'un était vraiment là hier soir à nous regarder. Je vous en prie, faites que je me trompe. Quand j'avais 15 ans, mes amis et moi traînions souvent au Grand Cinéma Gaumont, un lieu immense qui me faisait un peu penser à un aéroport. C'était un endroit très populaire où les adolescents aimaient se retrouver le week-end. Je me souviens d'une soirée où nous étions allés voir un film et un groupe de garçons nous a abordés. Ils ont commencé à discuter et à flirter, comme on le fait à cet âge-là. Ils disaient qu'ils allaient dans un des lycées locaux. L'un des garçons avec qui je parlais m'a finalement demandé mon numéro de téléphone. J'étais naïve et je pensais que c'était sans danger, alors je lui ai donné mon numéro. Il m'a appelé peut-être un jour ou deux après. Nous avons parlé un peu et après quelques autres conversations, il m'a demandé de sortir avec lui.
Pendant que nous faisions des plans pour nous rencontrer, il m'a dit qu'il avait quelque chose à me révéler. Il m'a avoué qu'il n'avait pas 16 ans comme il l'avait prétendu. En réalité, il n'était pas au lycée. Il avait 22 ans. Je suis restée silencieuse, essayant de réfléchir à ma réponse, mais ce n'était pas tout. Il m'a aussi avoué qu'il avait été en prison et qu'il venait juste d'en sortir. Pourquoi? Pour complicité de meurtre, car il était dans la voiture quand son ami a tiré sur quelqu'un lors d'une fusillade en voiture. Je me souviens avoir été paralysé par la peur. Je lui ai calmement dit que je ne voulais plus lui parler et de ne jamais me rappeler. Puis j'ai raccroché. Aussitôt, le téléphone a sonné de nouveau. J'ai décroché, et avant même de pouvoir dire quoi que ce soit, cet homme était déjà en train de hurler à plein poumon dans le combiné. Je ne me souviens plus de ce qu'il disait exactement, mais c'était quelque chose du genre « Ne raccroche jamais sur moi », et il m'insultait de tous les noms. J'ai raccroché à nouveau et cette fois, j'ai laissé le téléphone décrocher. Je me souviens avoir eu tellement peur de le dire à mes parents, car je ne voulais pas qu'ils soient déçus de moi. Ils avaient toujours été fiers de mes bonnes décisions, et c'était de ma faute après tout d'avoir donné mon numéro à un garçon que je venais de rencontrer. Donc, je n'ai rien dit au début. Cependant, les appels ont continué. Pour que mes parents ne s'en rendent pas compte, je m'arrangeais pour répondre moi-même au téléphone chaque fois qu'il sonnait. Il m'a dit qu'il avait utilisé un annuaire inversé pour retrouver mon adresse. Il appelait et disait des choses comme « J'aime bien la nouvelle voiture verte de ta sœur », pour s'assurer que je savais qu'il surveillait la maison. À cette période, j'ai commencé à avoir peur d'être seule à la maison. Je ne pouvais même plus rester une minute toute seule. Si mes parents et ma sœur s'absentaient, j'appelais un voisin ou un ami pour venir passer du temps avec moi. Un soir, mes parents étaient couchés, mais ma sœur et moi étions encore éveillés, en train de regarder la télévision. Nous avons vu une voiture s'arrêter dans notre allée et rester là, avec les phares allumés. Je ne pouvais pas voir qui c'était, mais je savais très bien de qui il s'agissait. Après cela, tout s'est arrêté. Je me souviens d'avoir pensé à quel point c'était fou qu'il ait fait tout ça, puis qu'il ait simplement disparu. 1 an, peut-être 2 ans plus tard, je me trouvais chez moi, en train de regarder la finale de Star Academy, quand le téléphone a sonné. L'identification de l'appel montrait qu'il venait d'un établissement correctionnel. Confuse, j'ai décroché. C'était un appel en PCV de « vous savez qui ». Je n'en revenais pas. Bien sûr, je n'ai pas accepté l'appel et j'ai immédiatement raccroché. Heureusement, je n'ai plus jamais entendu parler de lui. Des années plus tard, j'en ai parlé à mes parents et ils m'ont dit « Pas étonnant que tu aies eu peur d'être seul ». J'aurais dû leur en parler à l'époque, car cela aurait pu empirer. Cette histoire ressemble étrangement à une autre expérience que j'ai vécue et que j'ai déjà partagée ici. Je me demande vraiment s'il y a quelque chose en moi qui attire ce genre de personnes. Une seule erreur de jugement peut mener à des situations comme celle-là. Mais parmi tous les hommes effrayants que j'ai rencontrés dans ma vie, c'est certain, je ne veux plus jamais croiser sa route. Ce qui suit est une histoire vraie racontée par un homme de 58 ans qui souhaite rester anonyme. 17 juillet 1986 devant moi. Le bois déchiqueté obscurcit mon chemin. J'attends. Je fais un contrôle mental. Jusqu'où suis-je allé? J'estime que je suis à environ 2 miles de la route la plus proche. Confortablement seul. Le temps, loin des gens et l'endroit où mon esprit trouve vraiment son éclat. Je suis introverti, j'ai 23 ans et j'étais toujours anxieux dans la foule. Je suis actuellement en train de pénétrer sans autorisation, mais personne ne se promène sur ces terres. Je n'ai presque rien à craindre, mais quelque chose m'attend. Je le sens dans mes tripes. Je peux distinguer une légère teinte bleue qui ne devrait pas être là, une couverture peut-être. Peut-être quelque chose laissé par des adolescents en train de faire la fête, une nuit d'été dans le passé. Pas question, mais pas aussi loin. Mon grand-père m'avertissait des moonshiners qui se cachaient encore dans ces parages. J'ai toujours pensé qu'il était fou de ne pas s'être rendu compte que le temps l'avait dépassé. Peut-être juste, peut-être que j'ai tort. Ce genre de gars n'apprécierait certainement pas que des jeunes hommes sans raison pénètrent sans autorisation. Là, je me suis accroupi, et j'aurais vraiment aimé avoir apporté mes jumelles.
J'ai coupé mes yeux, et concentré pendant 1 minute ou 2, je me suis senti un peu idiot, mais j'étais à cran. Mon esprit m'a forcé à vérifier tout signe de mouvement de quoi que ce soit qui pourrait me mettre en danger. Je n'en vois aucun. J'ai décidé que ma curiosité était trop forte, alors je me suis levé grand. J'ai brossé mon pantalon et j'ai avancé à un rythme plus lent, en m'approchant. Il est clair que ce n'est pas une couverture, c'est une bâche bleue. Quelqu'un que Shin a cédé au fait qu'il n'était pas terriblement vieux. Le temps n'avait pas encore été assourdi son look élégant. L'usure n'était pas encore complètement installée, la zone était débarrassée des broussailles, mais je distingue une sorte de cabane grossièrement construite, peut-être que cabane est un mot trop fort. Un grand abri d'une certaine sorte. Je me rapproche, mais m'arrête à nouveau. J'écoute cette fois mon esprit me suppliant de faire attention. Je n'entends absolument rien d'inhabituel, cependant pas de voix, pas d'écran, pas de son terrifiant d'un monstre cauchemardesque. Juste les sons du Tennessee, les sons qui étaient censés être là. Je suis au chômage depuis plus d'1 an. Je fais de la randonnée dans ces zones pour fuir mes problèmes de vie quand le soleil tape fort et que j'ai parcouru quelques kilomètres. Il semble que je puisse me détendre, oublier le monde que je suis censé suivre, mais me voici debout près de ce qui semble être quelque chose dont je ne devrais pas faire partie. Mon esprit fait tout ce qu'il peut pour m'empêcher de faire un autre pas. Il sait que mon cœur sait que ça ne me semble tout simplement pas bien. Je choisis toujours le chemin de moindre résistance. C'est ce qui m'a conduit sur ce chemin horrible sur lequel je suis non. Pas ce chemin dans les bois que je suis en train de parcourir. Je voulais dire, la trajectoire de ma vie, et personne. Pas de perspective, pas de famille à moi, et personne qui n'a rien de mieux à faire que de pénétrer sans autorisation, rôdant dans les bois pendant des jours et des jours, à la recherche de Dieu sait quoi. Quelles que soient de mes raisons, je me déplace autour de la structure et me retrouve à regarder l'entrée. La porte est fermée, et je remarque qu'elle est parfaitement suspendue à ses charnières métalliques, l'abri aussi délabré qu'il en a l'air, aussi bien entretenu aux endroits qui comptent. Le toit est recouvert de feuilles de métal vert foncé qui feraient un travail parfait pour garder le « il pleut dehors ». Je scrute, rien d'autre ne ressort pas de marquage, pas de symbole, pas de feu de camp, pas de structure supplémentaire bien que celui-ci soit assez grand. Cette chose doit faire 400 pieds carrés, et tous les abris sur lesquels je suis tombé, c'est de loin le plus grand que je gère. Bonjour. Le mot ne résonne pas comme je le pensais. Le son de ma voix ne se bloque pas. Il tombe sans réponse. Il n'y a personne ici. Je me suis dirigé vers la porte, et j'ai senti ma main contre les lattes de bois. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être inconsciemment j'avais peur. La chaleur de l'abri du diable m'attendait de l'autre côté. Bien sûr, il n'y avait pas de chaleur. Je n'ai rien ressenti d'extraordinaire. La porte est coincée fermée. Quelqu'un avait coincé un morceau de bois dans la fente avant, comme une cale pour maintenir la porte fermement fermée. J'ai réussi à la retirer, mais la porte est restée en position fermée. Je l'ai poussée, et j'ai laissé les charnières faire le reste du travail. J'ai senti une odeur étrange, un mélange de moisissure et de pièces de cuivre. Il fait sombre à l'intérieur, il n'y a pas de fenêtre pour apporter. Dans la lumière, il est donc incroyablement difficile de voir à quelques mètres à l'intérieur. Je distingue une rangée de vieilles batteries de voitures soigneusement disposées. Je suis instantanément confus. Je sors mon sac à dos, ouvre la poche avant et localise ma lampe de poche. Je n'ai pas dépassé la porte, je me suis mis à genoux, je regarde par-dessus mon épaule, juste pour faire bonne mesure, toujours seul. Je pointe la lampe de poche directement sur les batteries de la voiture. Elles sont neuves et au-dessus d'elles se trouve un méli-mélo de fil propre. Ils tiennent ce qui ressemble au même éclat rouge et noir qu'ils avaient lorsqu'ils ont été achetés. Retirez le faisceau lumineux plus loin. La chaise simple se trouve au milieu de la pièce. Les accoudoirs de la chaise ont été modifiés. De larges accoudoirs comportent une sorte de boucle à leurs extrémités. La tête de la chaise contient une sorte de dispositif métallique qui ressemble à un casque. Peut-être, et cela me rappelle un souvenir d'une de ces chaises que l'on voit dans un service psychiatrique d'un film d'horreur. Derrière la chaise posée sur la table se trouve une petite télé, une jolie télé, je pourrais ajouter, qui ressemblait à l'une de ces RCA haut de gamme que j'ai déjà vues au magasin. Assis à côté à la télévision,
Il y a une autre boîte d'une certaine sorte, une sorte d'appareil électronique que je ne reconnais pas instantanément. Je suis figé ici dans l'embrasure de la porte. J'entends mon cœur battre. Une respiration est légèrement élevée. Continue de scruter la pièce sur le mur ouest. La lumière de ma lampe de poche capte une boîte en carton ouverte à l'extérieur. Une bande de vieux rubans adhésifs est fermement collée sur le côté. Quelqu'un a écrit quelques lettres et chiffres, 100 000 livres. 1 à 5 Z ne signifie rien pour moi. Je ramène la lampe de poche vers les batteries de la voiture à nouveau. Rien d'autre là-bas. Enfin sur le mur je distingue 2 petits lits de camp. Ils sont vides. Pas de literie ni d'oreiller. Juste ouverts. Mais je n'ai pas eu l'impression qu'ils ont été utilisés depuis un moment. Je suis complètement perdu sur quoi diable suis-je tombé. Qu'est-ce que tout cela? Je décide de ne pas m'aventurer à l'intérieur. Il est tard, maintenant bien après le coucher du soleil, et il fait sombre très vite. J'ai fermé la porte et coincé la cale. Je décide de battre en retraite par le même chemin que je suis venu environ un demi-mile. J'installerai le camp pour la nuit, et je reviendrai le matin, 18 juillet 1986. J'ai passé la nuit à lutter pour dormir. Mon esprit jouait des scénarios, et je ne pouvais pas fermer la vanne. Voyez, le terrain sur lequel je suis appartient à un juge bien connu du comté. C'est le genre de gars qui a des connexions politiques, qui ont probablement atteint le sommet de l'État. C'est un homme de plein air connu comme beaucoup dans le Tennessee, et passe beaucoup de temps dans ses bois à chasser. C'était à peu près la seule inquiétude que j'avais en choisissant cet endroit pour fouiner. À la fin, j'ai pensé que c'était une zone trop grande pour que nous nous rencontrions au hasard. Ce qui me semble étrange, c'est que l'abri est clairement là depuis un certain temps. Il n'y a aucune chance que cette chose passe inaperçue. Le juge doit savoir qu'elle est là à un moment donné. Il serait tombé sur cette chose si elle avait été construite à son insu. J'ai nettoyé ma zone de camping du mieux que j'ai pu, et j'ai jeté mon sac sur mon épaule. Quelques respirations profondes, et je retourne vers l'abri. Ma curiosité me fait supplier pour des réponses. J'espère que celle-ci se trouve devant moi. Je retourne à l'endroit où j'étais. Avant, je fixe l'abri un peu devant moi, et je cherche encore du mouvement. Je ne suis pas aussi nerveux. Cette fois-ci, je reste immobile pendant quelques minutes, rien ne bouge. Je replace mon sac et je retourne à la porte de l'abri. Je me retrouve à retirer la cale que j'avais laissée la nuit dernière. J'utilise la porte pour l'ouvrir à nouveau, et je sens à nouveau cette étrange odeur de pièces de monnaie en cuivre. C'est incroyablement distinct. Je pose mon sac sur ma lampe de poche et tire le faisceau dans la pièce sombre. Rien ne bouge pas à l'intérieur. Je me suis d'abord approché des piles. J'ai vu la veille. Je ne sais pas vraiment ce que je cherchais, mais rien d'étrange n'apparaît après une inspection plus approfondie. Je me suis déplacé vers le mur est et inspecte les lits. Il n'y a vraiment rien de spécial. Je braque ma lampe de poche au-dessus et en dessous d'eux, je ne trouve rien d'intéressant. Je reste convaincu que ces lits n'ont pas été utilisés depuis un certain temps. Je ne peux pas expliquer exactement pourquoi je ressens cela, mais quelque chose à leur sujet me donne l'impression qu'ils n'ont pas été beaucoup utilisés juste devant ces lits dans le coin de la pièce. Je trouve une seule boîte marron avec un couvercle en carton que je n'avais pas vu avant. Je m'approche pour l'inspecter, il n'y a rien à l'extérieur pour indiquer à quoi il sert. Je m'agenouille et retire le couvercle en le mettant de côté. La boîte est pleine de dossiers. Ce sont des onglets qui ne montrent que des lettres manuscrites et une séquence de chiffres. Gardant la lampe de poche focalisée sur les dossiers, je prends mon doigt et feuillette les onglets. Chaque dossier jauni est fin. Certains d'entre eux semblent vides. Je m'arrête sur un au hasard et retire le dossier de la boîte. J'ouvre le dossier et vois une seule feuille de papier blanc avec une seule lettre et un seul numéro imprimé sur son devant. Je déplace le papier par-dessus et derrière. Je trouve une photographie, un seul gros plan, l'œil de quelqu'un. Je peux voir une joue partielle et un nez dans ce qui ressemble à quelques mèches de longs cheveux blonds. On a l'impression que le i appartient à une femme. L'œil lui-même a quelque chose qui ne va pas, la pupille est déformée. Le centre noir d'encre semble couler dans l'iris bleu de la fille. La photographie n'est pas datée car aucune autre marque. Je sors quelques autres dossiers et trouver des photos similaires dans chaque fichier. Il y a un seul morceau de papier avec une lettre et un chiffre derrière un seul gros plan d'un œil humain tous déformés. Certaines des pupilles ne sont pas complètement formées.
D'autres montrent une pupille qui semble flotter quelque part au hasard, dans l'iris. Je remets les dossiers, en prenant soin de m'assurer que les lettres et les chiffres restent en séquence. Je ferme le couvercle et repousse la boîte dans le coin. Je me lève et me tourne vers la table assise à l'avant de la pièce. Ma lampe de poche capte la télévision. Elle est débranchée, mais un deuxième fil passe d'une entrée à l'arrière à un appareil assis à côté d'elle sur la table. Je me déplace vers l'appareil et l'inspecte. J'ai déjà vu quelque chose comme ça. C'est une taille décente, enfermée dans du plastique. Une porte ou un clip est suspendu en son centre, quelques boutons à droite, un bouton de lecture, rembobinage. C'est un magnétoscope. J'ai déjà vu ces choses dans des catalogues de magasins, mais c'est la première fois que j'en vois un dans la vraie vie. Je glisse ma main dessus. Il n'y a aucune chance que quelqu'un laisse ça pourrir ici. Ce sont 400 ou plus. J'ai honte. J'ai brièvement flirté avec l'idée de le voler et de le vendre contre de l'argent. J'appuie sur le bouton d'alimentation, mais rien ne se passe. L'appareil est également débranché, après quelques minutes d'admiration, à la fois de la télévision et du magnétoscope. Je me retourne, et mon attention revient sur la chaise, au milieu de la pièce. C'est un acier en métal lourd. Peut-être que les accoudoirs sont définitivement modifiés. Ils sont extrêmement larges. Dans les boucles que j'ai vues la veille, à l'avant des accoudoirs s'avèrent réglables. Je ne les touche pas. Il y a un casque avec des sangles qui pend au-dessus de l'appui-tête, qui semble pouvoir être ajusté. La chaise est boulonnée au sol. L'odeur des centimes est plus prononcée ici. Concentre mon faisceau sur les boulons au sol. Le bois semble rester près de ces boulons. Un aspect sombre presque huileux a imprégné les planches, par rien d'autre ici d'intéressant. Enfin, je me dirige vers la boîte sur le côté ouest de la boîte de la pièce que j'ai vue hier. Ma lampe de poche choisit les mêmes chiffres et lettres manuscrits que j'avais vus précédemment. Je réalise c'est une boîte similaire à celle que j'ai trouvée dans le coin opposé. Je m'en approche, et je vois que celle-ci est ouverte dans un fouillis de boîtiers en plastique. J'en attrape un et il s'ouvre. Une cassette vidéo tombe sur le sol. Le bruit me fait sursauter. Mon esprit prend vie. Je réalise maintenant que je suis à l'intérieur de l'abri depuis plus d'1 heure. Je me retourne et regarde dehors, pensant à moitié voir quelqu'un à la porte. Il n'y a personne, seulement la canopée verte du Tennessee Limber. Jusqu'à présent, je n'avais pas prêté beaucoup d'attention à mon environnement, tellement absorbé par l'inspection de cette pièce que j'avais complètement perdu la trace de tout ce qui m'entourait. Je me suis retourné vers la cassette vidéo sur le sol. Mon esprit clignote avec des images de pupilles déformées. Je suis anxieux et je me sens mal à l'aise. Je tourne mon attention vers les piles sur le sol. Ma lampe de poche ramasse les fils. La toile d'araignée des cordons, ils ressemblent à des serpents. Gelés dans une énorme querelle. Finalement, je trouve un seul câble qui part des piles et je le suis juste sous la table avec la télé et le magnétoscope posé au bout de ce fil unique, une multiprise. L'odeur de la pièce de monnaie en cuivre envahit mes narines. J'ai la nausée comme si j'allais être malade. Je suis sorti en courant de l'abri et j'ai vomi juste devant la porte. J'ai rapidement jeté de la terre par-dessus, inquiet que quelqu'un remarque que j'étais là tremblant. J'ai l'impression que ma glycémie est déréglée, ferme la porte et coince la cale. Comme je l'ai fait auparavant, me dirige vers le bord du bois et m'assois près de la base d'un grand arbre. Repose mes yeux. 18 juillet 1986. En fin d'après-midi, c'est une journée moite. Je peux sentir les abeilles de sueur rouler sur les côtés de mon visage. Je vois des éclairs de lumière derrière mes paupières, ou comme un orage d'éclairs bleus dans l'obscurité. Mes pensées oscillent entre m'avertir que je me sens faible et m'avertir que je suis tombé sur quelque chose de maléfique. Une odeur de métal de pièces de monnaie en cuivre s'installe dans mes narines, comme un brouillard. J'ai ouvert les yeux au soleil de fin d'après-midi. La base de l'arbre est inconfortable. Je m'adapte. Je bois le reste de mon eau de mon sac à dos en bougeant le moins possible. Je ferme à nouveau les yeux pendant que je le fais. Mes pensées m'emmènent à un moment de mon passé. Je suis assis avec ma mère dimanche matin et nous assistons au service. Ma mère était membre de l'église baptiste et s'assurait toujours que j'étais avec elle le dimanche matin. Je vois le pasteur, un homme plus âgé dans la soixantaine debout à la chaire. La prédication commence floue. Ma mémoire
ne me donne pas vraiment les mots, juste la sensation de la pièce. Bientôt elle devient nette. Voyez, si vous croyez en Dieu comme moi, alors vous êtes tenu de croire au diable, la Bible est claire. Ensuite, si vous croyez au paradis comme moi, alors vous êtes tenu de croire à l'enfer. La Bible est claire sur ce point. Ces histoires dans ce bon livre sont réelles. Vous devez vous rappeler que le mal existe s'il existait. Alors il existe toujours aujourd'hui. J'ouvre les yeux, je m'assois un moment de plus, je me reprends, prends mon sac et me lève. Le juge à qui appartient ce terrain possède également un abri. J'en suis sûr, je ne suis qu'à 2 miles de la route la plus proche. Il n'y a absolument aucune explication pour ce que je suis tombé sur. J'ai été à l'intérieur de l'abri du diable. Je suis maintenant à un carrefour. Une bataille commence dans mon esprit quant à la façon de procéder. Dois-je revenir immédiatement et contacter le shérif? Ou dois-je revenir? Dois-je m'aventurer à l'intérieur et regarder ces cassettes vidéo? Maintenant, il n'y a rien de positif à tirer de les regarder. Mais je ne peux pas m'empêcher de donner libre cours à ma profonde curiosité. Je retourne à l'abri. Je m'arrête quelques instants pour m'assurer que je ne vois aucun mouvement. Je ne vois rien. Je me dirige vers la porte de l'abri. Je retire la cale et me familiarise à nouveau avec cette odeur de pièces de monnaie en cuivre. Je reviens à l'intérieur et je me précipite dehors avant de réaliser que j'ai laissé la cassette vidéo sur le sol. Je ramasse à la fois la cassette et son boîtier en plastique, et je me dirige vers la table et pose le boîtier près de la télévision tenant toujours la bande. J'ai mis ma lampe de poche à genoux, je déplace le câble que j'ai vu plus tôt et le suis jusqu'à ce qu'il atteigne sa multiprise. Il doit y avoir un onduleur ici quelque part. Sinon tout ce câblage est stupide. Aucune raison de le chercher. Ça n'a vraiment pas d'importance non plus, je les branche, et j'ai du courant ou pas. Les 2 prises sont insérées, et je lève la tête juste au-delà du dessus de la table. Une lumière bleue clignote sur le magnétoscope. Il est allumé. Je tremble à nouveau. Cette fois, je ralentis. Je m'assois par terre face à la chaise en métal et à la porte. Je me dis de me calmer. J'essaie de contrôler ma respiration et mon rythme cardiaque. Ça marche après quelques minutes. Je me lève et me retourne vers la télé. Je tends la main et allume le violon RCA avec un bouton. J'entends le bruit de l'électricité statique alors que l'écran clignote en vue. Je suis instantanément déstabilisé. J'entends faiblement le chant des oiseaux dehors de la porte à l'intérieur. La lumière bleue du téléviseur illumine mon visage. Ma lampe de poche est suspendue vers le sol. Le bruit de l'électricité statique parmi tout le reste est tout simplement dérangeant. Je ne sais pas pourquoi, j'ai glissé la cassette dans la fente du magnétoscope et j'entends la machine saisir la bobine. J'appuie sur lecture. L'écran devient noir. Le bruit de l'électricité statique est remplacé par ce qui ressemble à l'océan. Il va et vient. L'écran clignote en blanc, puis revient au noir. Alors que le bruit de l'océan continue, enfin l'écran change en un gros plan d'un homme. Il regarde fixement la caméra. Ses yeux sont clignotements. Le clignotement est anormalement rapide, comme si l'enregistrement avait été accéléré. Un léger ton peut maintenant être entendu. L'homme clignotant disparaît. L'écran change à nouveau cette fois, en un motif de forme 2 tons fonctionnant maintenant simultanément. Les sons semblent percer en quelque sorte comme si le premier ton avait été coupé pour ne se frayer un chemin que vers mon oreille gauche. Le deuxième ton faisant de même. Mais vers ma droite, ils coulent alors et changent d'oreille. Ce motif continue. Je me sens désorienté. J'ai appuyé sur avance rapide sur la bande. J'ai regardé l'écran pendant que les motifs continuaient. J'ai appuyé sur lecture plusieurs fois et vérifie que les mêmes tonalités continuent et les mêmes motifs que j'avance rapidement à nouveau, jusqu'à ce que les motifs disparaissent et que l'image semble montrer un écran bleu. J'ai appuyé sur lecture, une voix de femme, énonce, et cela semble légèrement informatisé. Je rembobine, je trouve le début de l'écran bleu et appuie à nouveau sur lecture. La femme parle. Son nom est Crystal. Tu es né en 1979. Ta mère t'a abandonné. Tu as été sauvé. Nous t'avons sauvé. Nous sommes tes sauveurs. Ton nom est Crystal. Tu es né en 1979.
Ta mère t'a abandonné. Tu as été sauvé. Nous t'avons sauvé. Nous sommes tes sauveurs. Ça continue jusqu'à ce que je termine la cassette et que j'appuie sur éjecter. Je prends une autre cassette de la boîte et l'entre dans le magnétoscope même. Écran noir. Les mêmes sons de l'océan. L'homme qui clignote rapidement et les mêmes motifs et tonalités. J'avance rapidement sur la cassette jusqu'à un autre écran bleu. La même voix de femme. Ton nom est Ashley. Tu es né en 1978. Ta mère t'a abandonné. Tu as été sauvé. Nous t'avons sauvé. Nous sommes ton sauveur. Ton nom est Ashley. Tu es né en 1978. Ta mère t'a abandonné. Tu as été sauvé. Nous t'avons sauvé. Nous sommes tes sauveurs. Plusieurs cassettes continuent avec le même motif, les mêmes tonalités, le même homme, la même voix informatisée. Le seul changement était le nom. Et l'année de naissance, je remets toutes les cassettes dans la boîte. Fais un autre balayage de la pièce, mais il n'y a rien d'autre ici. Je sors, ferme la porte et bloque la cale. Rien de tout cela n'est correct, rien n'est normal. Je mets mon sac à dos et sors du Timber à un rythme rapide. Je reviens sur le chemin de terre à la tombée de la nuit et je suis déterminé à appeler le shérif. Mes lèvres sont « Je suis gercé et mon corps me fait mal, mais cela ne m'empêche pas de faire du jogging vers la ville. » Pas une seule voiture ne m'a dépassé et le ciel nocturne était clair comme du verre. Et regarder les étoiles scintiller comme des paillettes et parler à Dieu pour la première fois depuis des années, je lui demande des conseils, je lui demande de m'expliquer ce que je viens de voir. Je n'obtiens aucune réponse. Après environ 1 heure, je tombe sur les lumières de la ville. J'accélère mon rythme. Je trouve un téléphone public à l'extérieur d'une station-service près des toilettes. Sur le côté du téléphone public, il y avait un autocollant avec une liste de numéros d'urgence en bas. C'était un numéro non urgent. Raisons inconnues, j'ai décidé d'appeler celui-là au lieu du 911. Une femme répond. Je me fige. Je n'avais même pas parlé à un autre être humain depuis plus d'1 semaine. Je lui dis que j'aimerais qu'un officier enquête sur un endroit suspect. Un répartiteur semble un peu confus et demande où se trouve cet endroit. Je donne l'emplacement approximatif. La femme demande s'il y a une sorte de crime en cours de commission, ce à quoi je réponds que je n'étais pas sûr. Je procède ensuite à expliquer ce que j'ai vu, est clairement sceptique, mais promet d'envoyer un officier, et nous raccrochons tous les deux. Le téléphone s'éloigne du téléphone public, s'assoit sur le trottoir. Je suis épuisé. 25 juillet 1986. Je donne un coup de pied dans une pierre du chemin de terre, alors que je regarde dans le bois. Cela fait 1 semaine que j'ai appelé les autorités concernant cet endroit. J'ai une randonnée de 2 miles devant moi. C'est facile à comparer au type de sommeil que j'ai eu ces dernières nuits. Je me suis vite rendu compte que je n'avais aucun moyen de savoir ce que le shérif a fini par trouver. Je me dirige vers le bois. Je peux dire que mes pas sont un peu plus rapides que d'habitude, alors que mon esprit aspire à quelque chose. Une sorte de conclusion alors que je marche. Je pense à quel point tout cela est vraiment déprimant. Le refuge lui-même a une ambiance de quelque chose qui ne devrait pas l'être. C'est déprimant en soi. La partie vraiment triste est que j'ai réalisé que je n'avais personne à qui raconter cette histoire folle. Pas de famille, pas d'amis. Personne en qui j'avais confiance. J'étais juste abasourdi. J'étais assis à regarder le mur pendant que mon esprit parcourait la réalité de ce que je venais de trouver ce juge. Il sait ce qu'un homme comme ça a à voir avec un refuge comme celui-ci, et l'esprit crée les avenues pour que mes pensées circulent. Je suis près du refuge. Maintenant, au moins, je pense que je ne vois pas la bâche bleue. Je ne peux pas distinguer le bâtiment pas de toit vert. Je me tourne en rond pour m'assurer que je suis au bon endroit. Je trouve finalement l'arbre contre lequel je me suis reposé il y a quelques jours définitivement au bon endroit. Mais il y a quelque chose qui cloche si le shérif est passé. Je ne vois aucun signe de lui en fait. Je ne vois aucun signe de quoi que ce soit. J'ai instantanément cette étrange sensation dans mon estomac. J'avance et me retrouve debout à l'air libre. L'espace où se trouvait l'abri a disparu là où il était. Je trouve des broussailles, des branches et de la terre empilée. Je me suis rapproché. J'ai donné un coup de pied dans la terre. Le brin s'estompe rapidement en un résidu noir. J'y donne encore un coup de pied,
et je m'agenouille pour regarder de plus près. Cendres. J'attrape un bâton et une bite de cendres noires et foncées. Ils l'ont brûlé jusqu'au sol. Je me lève, j'ai peur maintenant. J'ai l'impression d'être tombé dans un piège, j'ai l'impression de ne pas être seul. Je me retire à la base de mon arbre familier. Je m'arrête et je regarde en arrière. Aucun mouvement du tout. Ils brûlent cet abri en cendres et puis l'ont enterré sous les broussailles. Je me pose toutes les questions du livre. J'ai appelé les autorités pour signaler cet endroit et 1 semaine plus tard, il est détruit et caché n'a aucun sens. Impuissant, je n'ai rien pour prouver mon histoire. Personne ne me ferait confiance si je leur disais. J'ai appelé un shérif qui, je suppose, a appelé le juge. Ce juge a brûlé l'abri du diable, et maintenant je suis un jeune homme qui empiète sur l'histoire. Je n'ai aucun moyen de le prouver. Je glisse contre la base de l'arbre, conscient d'équations sans réponse, qui connaissait l'arbre depuis un moment, écoutant les bruits de la forêt, remettant tout en question. J'aurais dû prendre une de ces cassettes ou un de ces dossiers. Mes efforts pour dissimuler mes fouilles ont complètement détruit toute chance que quiconque me croie un jour, 2 mars 1987. J'ai écouté la tonalité buzz pendant un long moment. Avant de composer leur numéro après 2 sonneries, une femme répond. Je m'explique, dit à la jeune femme au téléphone que je fais suite à un appel que j'ai passé au bureau du shérif il y a quelques mois, après avoir informé la femme que je n'avais jamais reçu de numéro de dossier et avoir donné l'adresse du domicile du juge. La femme m'informe qu'ils n'ont aucun dossier dans leur fichier. Je raccroche le téléphone 17 octobre 1990. Je suis un désastre déprimé. Ces 3 dernières années n'ont été que des petits boulots, location d'appartements et voitures d'occasion bon marché et télévision de fin de soirée. Je pense souvent à cet abri, il hante mes nuits et fait tourner mon cerveau en bourrique. Je suis assis sur un vieux canapé, il est tard, la télévision diffuse des scènes d'un épisode de « Dans la chaleur de la nuit ». J'ai hésité à aller au FBI. Je sais déjà qu'ils vont penser que je suis fou. Je suis sûr qu'ils auront des informations sur moi. Ils verront un hippie chômeur de 27 ans. Je sais déjà que c'est une perte de temps totale pour moi. C'est la seule réponse. Au moins pour tenter d'apaiser ma conscience. Je m'endors. Le 2 novembre 1990, on frappe à la porte. J'attends enfin depuis un moment, et je suis une épave nerveuse. J'ouvre la porte. Un jeune agent m'accueille depuis ma terrasse et je lui souhaite la bienvenue à l'intérieur. Il est mince, a probablement presque mon âge. Je suis sûr qu'il me juge déjà dans ma location bon marché. Je le dirige vers ma table de cuisine et il prend place. Il refuse une tasse de café. Je m'en sers un et m'assois en face de lui. Il est no nonsense. On ne passe presque pas de temps à bavarder. Il sort un formulaire de sa mallette et a un stylo prêt pour l'heure suivante. J'explique en détail le refuge sur lequel je suis tombé et les juges en place 4 des années auparavant. L'agent est professionnel. Il semble prendre des notes et poser quelques questions. En chemin, après avoir fini, je le regarde droit dans les yeux et lui dis que je ne suis pas fou. Je m'excuse de ne pas avoir appelé plus tôt. Et je lui ai dit que j'avais peur de le faire, parce que j'étais en train de pénétrer sans autorisation. Finalement, je lui dis que toute cette histoire m'a vraiment dérangé, car elle a complètement impacté toute ma vie. Il ne me montre aucune sympathie. Il vous remercie de m'avoir tendu la main, me serre la main et me donne sa carte. Il me dit que j'ai bien fait de contacter le FBI et qu'ils prennent tous les rapports très au sérieux. Alors qu'il sort, il me dit qu'il me recontactera. Je n'ai plus jamais de ses nouvelles. Le 21 juin 2001, à la 2e sonnerie de la sonnette, j'ai ouvert ma porte. Ils sont debout sur le porche. C'est un homme bien habillé, en costume gris et cravate foncée. Il a demandé après moi par mon nom. Je lui réponds que je suis celui qu'il demande. Il se présente et continue à m'expliquer qu'il est un détective privé et qu'il voulait me poser quelques questions, avant de répondre un peu confus. Je demande si tout va bien, si j'ai des ennuis. Le détective privé m'a expliqué qu'il est enquêtant sur une affaire de disparition au Colorado, puis il est tombé sur un rapport que j'ai donné au FBI en 1990. Je l'ai laissé entrer, il m'a tendu un rapport du FBI. Que pouvez-vous me dire sur ce juge dans votre rapport? Rien, je ne connaissais certainement pas le gars personnellement.
Je le connaissais juste, il était bien connu dans le comté à l'époque. Il se trouvait juste sur sa propriété lorsque je suis tombé sur le refuge décrit dans mon rapport. Pourquoi enquêtez-vous sur lui? Pas exactement. Elle a été embauchée pour enquêter sur une affaire de disparition au Colorado. Elle a été vue pour la dernière fois dans une petite ville à l'extérieur de Boulder en 1981. Sa famille n'a pas pu faire de progrès terribles, mais je suis désolé. Comment cela se connecte-t-il au juge du Tennessee? Eh bien, j'ai pu localiser l'une des meilleures amies des filles disparues à l'époque. Elle était dans un état critique, une toxicomane. J'ai longuement parlé avec elle concernant la disparition, et elle a fini par me dire que cette fille disparue avait fréquenté un groupe de la côte Est. Le mieux que j'ai pu comprendre, c'est qu'il s'agissait d'une sorte de secte. Elle n'avait pas beaucoup de détails, mais elle a donné moi le nom d'un gars du Tennessee. Je lui ai rendu visite il y a 1 mois. Le juge a dit non, et ça a fini par être une impasse. Ce gars était en poste en Allemagne de 1979 à 1983. Il prétend n'avoir aucune idée de qui est cette fille disparue, mais dans notre entretien, quand je lui ai parlé de l'angle Colt, quelque chose dans l'histoire a touché une corde sensible. Il m'a dit qu'il connaissait un gars, un juge qui prétendait être une sorte d'homme connecté. Il a toujours pensé que le gars était légèrement fou. Mais ce qui est étrange, c'est que ce gars était aussi connecté à une sorte de secte. La vraie coïncidence était son voyage. Il a fait de fréquents voyages du Tennessee à la région de Boulder pour rencontrer certains de ses autres membres de la secte. Honnêtement, je n'ai aucune idée de comment la pièce du puzzle est même apparue. Je me gratte encore la tête à ce sujet. Et le gars qui voyage entre le Tennessee et Boulder est le juge, n'est-ce pas? Oui. L'homme qui faisait ces voyages est le même juge dans votre rapport. Imaginez ma surprise quand je suis tombé sur votre rapport et que j'ai vu toutes ces choses sur le supposé refuge sur son terrain. Le juge est décédé il y a 2 ans, vraiment c'est tout ce que nous avons. J'ai passé des semaines à interviewer des gens qui connaissaient ce juge. Pas un seul d'entre eux n'a eu une mauvaise chose à dire sur le gars. Il est propre comme un sous-neuf. Mon esprit s'égare, puis il reste encore 15 minutes environ. Il n'y avait pas grand-chose d'autre à gagner de notre conversation. Je suis entré par la porte et je l'ai regardé sauter dans son SUV. C'était la dernière fois que je parlais à quelqu'un du refuge du diable.